Bienvenue à tous, bienvenue à la clinique. Aujourd'hui, dans le premier épisode de la Nuit des Temps, c'est la ECW dans la Nuit des Temps. Nous sommes le 21 mars 1999 en direct de Asbury Park, New Jersey, là où il y a déjà eu l'édition précédente de Living Dangerously, et nous sommes à Living Dangerously 1999, devant 3900 personnes dans la salle et à travers le monde, plus de 70 000 personnes qui avaient commandé le pay-per-view. Alors dans Living Dangerously 99, qu'est-ce qu'on va avoir au programme? On va avoir de la lucha libre, on va avoir des japonais, on va avoir des cruiserweight, on va avoir de la violence, pas mal de violence, on va avoir un main event assez fou et on va avoir le premier affrontement entre Rob Van Dam et Jerry Lynn qui est un des chefs-d'œuvre de l'histoire de la ECW. Donc sans plus attendre, on va passer tout de suite au vif du sujet. Ce pay-per-view, il commence par Super Crazy contre Tajiri qui vont faire la finale entre guillemets de leur feud après avoir déjà catché ensemble lors du pay-per-view précédent, Guilty as Charged 99, bien sûr que je vous conseille aussi. Alors ce match, il commence d'une superbe manière. Alors c'est vraiment un affrontement style lucha libre, pas lucha libre moderne d'aujourd'hui, mais voilà, lucha libre importé du Mexique et un peu voilà le style japonais pour Resu de Tajiri qui à l'époque n'a pas encore son pantalon en cuir, il est toujours en slip. Début du match, vous savez, avec les renversements classiques qu'on connaît de la part des deux catcheurs, donc ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, la foule est bien chaude. Au bout d'un moment, il y a ce feeling où le match devient un petit peu décousu, on a du mal à suivre, on va dire, la trame du combat, jusqu'à ce que même Super Crazy fasse il tente un slingshot dropkick ou un truc comme ça, mais il se casse la gueule, il glisse sur la troisième corde. Là il y a toute la foule qui commence à chanter You fucked up, et ce qui m'a fait marrer d'ailleurs, c'est que Tajiri fait ouais, regardez en le pointant du doigt vraiment pour lui mettre la honte. Donc ça, c'était un bon moment sympa. Il y aura même un deuxième raté un petit peu plus tard où ils essayent de contrer un Hurricane Rana en DDT, voilà, on sait pas trop ce qu'ils ont voulu faire, mais dans l'ensemble c'était vraiment un bon combat qui a duré 10 minutes. S'il n'y avait pas eu ces ratés, peut-être que j'aurais mis une note un peu supérieure, mais là je vais mettre 3 points de suture pour ce combat qui est, allez, je dirais à peu près du même niveau que celui de Guilty as Charged 1999. Ensuite, on retrouve Steve Corino dans le ring avec le micro, donc Steve Corino qui commençait déjà sa gimmick anti-hardcore. Il lance un grand challenge et là c'est Balls Mahoney qui arrive sur le ring. Balls Mahoney est accompagné de son ancien partenaire d'équipe Axel Rotten et il est bien entendu muni d'une chaise customisée aux couleurs de Living Dangerously. Alors ce match, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un match, il dure seulement 4 minutes, on peut pas trop non plus y mettre de notes, donc j'ai mis un petit point de suture, mais dans ce match, on va retenir deux choses. La première, c'est qu'on voit déjà transparaître et transpirer la personnalité de Steve Corino. Et la deuxième, c'est qu'on a droit à un des coups de chaise les plus violents de l'histoire du catch. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite, on a un autre combat de cruiserweight entre guillemets entre Little Guido accompagné de Big Sal Graziano qui doit faire 350 kg, enfin bon j'exagère mais ça doit pas être très très loin non plus, contre Antifaz del Norte, un autre catcheur mexicain. Ce qui a été assez étonnant au début du combat, c'est que la foule chante boring, boring, alors que finalement j'ai pas trouvé que le début du match était en dessous de ce qu'on avait eu sur Super Crazy Tajiri, alors que voilà, dans le premier match la foule était relativement chaude. Le match dure 6 minutes, je lui ai mis une note de 1 point de suture et demi, et après ces courtes 6 minutes, en fait le finish intervient après que Antifaz del Norte tente un springboard sur Big Sal qui est à l'extérieur du ring. Il le chope et il lui fait l'équivalent du World Strongest Slam de Mark Henry à travers une table. Il le renvoie dans le ring. Pendant ce temps-là, il y a la foule qui chante You fat fuck, donc pas besoin de vous le traduire. Et une fois qu'il est de retour dans le ring, Little Guido le chope avec le Sicilian Crab, qui est un équivalent des Walls of Jericho. Et là, Antifaz del Norte abdique et abandonne, victoire pour Little Guido. Après, on rentre déjà vraiment dans le vif du sujet, dans les choses très sérieuses. Rob Van Dam contre Jerry Lynn pour le championnat de la télé. Rob Van Dam, il est champion depuis, alors j'ai plus la date précise, mais il me semble que c'est le 8 mars 1998, où il a battu Bam Bam Bigelow à New York, dans la salle de Buffalo, New York, et maintenant c'est un nouveau challenger qui va arriver, Jerry Lynn, qui sera dans ce pay-per-view, on va dire, peut-être son challenger
le plus coriace jusqu'à présent, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que son titre est le plus mis en danger. Alors sur ce combat, il faut rappeler les règles des championnats télé de la ECW, c'est que les combats avaient une limite de 20 minutes. Je précise ça, par exemple à l'époque de la WCW, les matchs championnat télé avaient aussi une limite, il me semble, de 10 ou 15 minutes, 10 minutes peut-être. Et vous allez voir dans quelques instants pourquoi ça a son importance. Donc est-ce que ce soir sera enfin le soir où Rob Van Dam va perdre son titre, surtout face à un catcheur aussi émérite que Jerry Lynn. Les 5-6 premières minutes du combat, on va dire, sont relativement classiques, elles sont bien, elles sont propres. Par contre, une fois qu'on revient dans le ring après un passage assez rapide à l'extérieur, là vraiment on envoie l'artillerie lourde. Des chaises, des tables, des moves très innovants. Et là vraiment le match prend une tournure tout autre. Chaque move, à chaque prise, à chaque tentative de finish, enfin il y a des trucs, même moi l'ayant revu il y a quelques heures seulement, il y a des moves auxquels je m'attendais pas du tout, alors qu'à l'époque je peux vous dire que quand j'avais reçu la cassette vidéo, j'avais regardé ce show des dizaines de fois. Donc ça a bien vieilli. Le seul petit bémol, c'est que la foule n'est pas autant investie dans le match que ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas ce que moi j'avais comme souvenir, mais c'est pas grave, on est face à du très 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 bon catch, enfin pour la fin des années 90, athlétiquement c'est un niveau, on voyait pas ça à la WWE ou à la WCW. Seulement à la fin des 20 minutes, eh bien la cloche sonne, et c'est la fin en tout cas de la première partie du combat, parce qu'après, la foule va demander 5 minutes de plus qui vont être accordées par l'arbitre et le match recommence. Au bout de quelques minutes, finalement, Rob Van Dam va remporter le combat après son 5-star frog splash, lui aussi d'une amplitude complètement dingue, qui va clôturer un combat de très très haut niveau au niveau de la ECW. À cette époque-là, en mars 99, est-ce qu'il y a des combats qui athlétiquement se rapprochaient un petit peu de ce qu'on a vu dans ce pay-per-view ? Là tout de suite comme ça, pas forcément. On avait déjà eu des très bons combats avec Justin Credible, avec Jerry Lynn, avec Rob Van Dam, mais en pay-per-view avec un tel enjeu pendant aussi longtemps, faut rappeler que le match quand même a duré plus de 20 minutes, donc c'est un petit joyau, c'est une première, c'est un combat unique franchement dans l'histoire de la ECW, unique dans le sens où il est le premier d'une grande série de combats qui seront à mesure de plus en plus impressionnants athlétiquement et aussi au niveau de l'investissement de la foule, parce qu'à partir de ce moment-là, la foule va vraiment avoir encore plus d'attentes à chaque fois que ce type de catcheur ou de match auront lieu dans le ring. Pour la note du combat, moi j'ai mis, franchement, j'y suis allé, 4 points de suture, ça c'est... si on le compare avec un match d'aujourd'hui, on voit vraiment la différence, mais il faut toujours contextualiser les combats. Là, on était il y a 20 ans. C'était à une époque où ce genre de combat, ça n'existait pas. Ah si, il y avait Rob Van Dam, Lance Storm aussi, qui était absolument génial, à Guilty as Charged 99, donc 2 mois auparavant. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on remet les choses dans leur contexte historique, là, on est sur du 4 points de suture. Et s'il y avait eu plus de near fall, peut-être plus de drame à la fin du match, et peut-être plus d'investissement et de bruit au niveau de la foule, on aurait très probablement eu un 4,5 sans problème. Alors là on a eu du grand art, et maintenant on va plutôt dire qu'on va avoir du gros lard. C'est New Jack contre Mustafa, son ancien partenaire. Que dire de ce match qui dure 10 minutes? Franchement pas grand chose, hein. C'était de la daube, enfin bon, c'était un match classique de New Jack, sauf que malheureusement pour ceux d'entre vous qui vont regarder le combat sur le WWE Network, sachez que la WWE n'a pas les droits sur les musiques ECW, qui étaient des musiques hard rock, des musiques comment dire, de grand public, quoi, qui faisaient partie de la culture pop, et pas des musiques conçues, écrites et réalisées spécialement pour les catcheurs. Donc la musique de New Jack, elle, à l'époque, pour ceux qui ne le savent pas, elle jouait pendant tous ses combats. Ce qui fait que là, dans la version remixée, c'est franchement de la dope, d'autant plus que le match en lui-même est vraiment merdique. Il y a eu certains matchs de New Jack qui étaient très divertissants, celui-ci, il n'en fait pas partie. Par contre, à voir absolument. Je disais qu'au début du show, avec Balls Mahoney sur Steve Corino, on a eu un des plus gros coups de chaise de l'histoire du catch, certes. Et bien là, dans ce New Jack contre Mustafa, on a un des plus gros dives, un des plus gros plongeons de New Jack de tous les temps. Il monte sur, c'est même pas une balustrade, hein, c'est carrément le deuxième étage de la salle, et il saute sur Mustafa à travers une table, si bien que les deux gars, ils ont besoin ensuite d'être transportés par la sécurité pour revenir dans le ring, pour que New Jack finalement fasse
péniblement le tomber pour remporter ce combat auquel je mets seulement un point de suture. Mais comme je l'ai dit, regardez le match au moins pour ce jump, mais qui est complètement hallucinant, quoi. Après, il faut pas s'étonner que les mecs aujourd'hui soient à moitié en fauteuil roulant, parce que quand on voit ça, je comprends même pas comment les gars ont pu se relever. Bref, voilà, de nouveau, un combat qu'on peut tout à fait oublier. Par contre, le jump, il faut le voir. Donc le truc se termine là-dessus, et les Dudley Boys arrivent, ils rossent un petit peu New Jack, et ils font le traditionnel Open Challenge pour qu'une équipe vienne les affronter. L'équipe qui vient les affronter, c'est Spike Dudley et Supernova, qui se font eux aussi défoncer très rapidement, jusqu'à ce que, sous les acclamations de la foule, franchement c'est une énorme pop là, Sid arrive, présenté par Judge Jeff Jones avec sa civière. Donc Sid arrive, donc Psycho Sid ou Sid Vicious, le gars qui était champion de la WWE, WWF, il y a seulement, il était champion quoi en février, jusqu'à WrestleMania 13 où il a perdu contre l'Undertaker. Donc là, Sid, champion de la WWF un an auparavant. Ah non, c'était en 97, ça merde, là on est en 99, donc champion 2 ans auparavant, pardon. Donc c'est bien Sid, le mec qui fait plus de 2 mètres, le blond là. Il arrive et il se fait les deux Dudley Boys avec notamment un double chokeslam. Et puis pendant son espèce de célébration entre guillemets, il y a Spike Dudley qui arrive et qui fait coucou comme ça. Et là il y a Sid qui se retourne, il le regarde et il avance tout doucement, et là on sait déjà que ça va mal finir. Gros powerbomb sur Spike Dudley au milieu du ring. La foule chante One More Time, et la deuxième powerbomb depuis la rampe qui relie les vestiaires jusqu'au ring, powerbomb à travers une table. Bref, un match, enfin non, c'est pas un match d'ailleurs, on va pas le noter, même si l'arbitre qui est arrivé entre temps pour faire le tomber, c'était pas un match officiel, donc on va pas le noter, mais voilà, c'était vraiment super cool de voir Sid, et en plus dans un rôle comme ça où il défonce tout ce qui bouge. Après on a un combat qui a duré près de 20 minutes entre les Impact Players, c'est-à-dire Lance Storm et Justin Credible, contre Tommy Dreamer et Shane Douglas. Ce match c'était un petit peu bizarre parce que il y a eu pas mal de bons catchs. Bon, il y a Tommy Dreamer, donc moi j'ai jamais compris pourquoi et comment Tommy Dreamer était aussi populaire aussi longtemps alors que c'est un sac habillé en jogging, quoi. Vous allez me dire pourquoi est-ce que le Sandman était populaire. Le Sandman, au moins, il avait un personnage, quoi. Le mec, c'était un alcoolique, il buvait des bières, il avait son bâton. Tommy Dreamer, il avait même pas ça, quoi. C'était à peine un vigile de chez Decathlon, tu vois. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi il était aussi haut dans la carte, même si, bien sûr, il a donné de sa personne au début de sa carrière à la ECW. Toujours est-il que ce match par équipe, c'est du catch plutôt bon. Disons que quand c'est Shane Douglas et Lance Storm, voire Justin Credible qui est un petit peu en deçà au niveau in-ring, quand il y a ces mecs qui sont dans le ring, le match est plutôt bon. C'est du bon catch, c'est propre, il y a une bonne histoire, gentil contre méchant. Par contre, la foule, elle a du mal à accrocher, alors que ça fait, depuis le match Jerry Lynn Rob Van Dam, qu'on n'a pas trop de gros trucs à se mettre sous la dent, bien sûr, à part éventuellement l'intervention de Sid qui aura réjoui les plus anciens. Bon, heureusement, pour sauver tout ça, à la fin du combat, on va dire les 5 dernières minutes, la foule est bien dedans, et puis la fin, elle est bien orchestrée, c'est bien exécuté, c'est précis, le timing est bon, donc c'est plutôt pro. Mais c'est dommage, ça passe un petit peu entre les gouttes, donc j'ai mis seulement 2 points de suture et demi pour ce combat, qui aurait pu être d'une part meilleur s'il y avait eu moins de Tommy Dreamer, on va dire, et il aurait pu être encore meilleur s'il y avait eu plus de réactions au niveau de la foule. Mais ça, malheureusement, on peut pas trop l'anticiper ou le prévoir, bien que nous soyons déjà à la ECW. Il suffit de regarder l'ouverture d'un show ECW pour voir la fougue et la vigueur de la foule qui est surexcitée. Là, les 3900 personnes de la salle, ils font autant de bruit que les 15 000 des shows WWE, sauf quand c'était Rock Austin, bien sûr. Mais voilà, les gars, ils étaient surchauffés, quoi. C'est des mâles de 18 à 35 ans qui se boivent quelques bières pendant un show, donc imaginez un petit peu l'ambiance. Là, malgré tout, c'était un peu, même pas en dents de scie, c'est que ça a un petit peu décollé à la fin du match, mais c'était bien dans ça de ce à quoi on pouvait s'attendre, surtout avec des main eventers comme ça dans le ring. Mais bon, c'est pas
c'est pas bien grave. Ensuite, on passe au main event de la soirée. Le main event de la soirée, c'est Taz contre Sabu en match unification. Donc d'un côté, Sabu était FTW champion, ça voulait dire fuck the world, et de l'autre côté, Taz était champion ECW. Donc là, ces deux catcheurs, après s'être déjà affrontés lors de Barely Legal, qui était le tout premier pay-per-view ECW en avril 97, et bien là, c'est un match d'unification entre les deux. Un match qui a duré, je reprends mes petites notes, qu'est-ce que j'avais mis? Eh ben non, j'ai même pas mis de timing, donc on va le chercher en direct. J'aime bien le timing. ECW Dangerously. 21 mars 99, Asbury Park. 18 minutes, 28 à l'issue desquelles, eh bien c'est Taz qui remporte les deux ceintures. Alors que dire de ce match? Au début du combat, Taz annonce qu'il a une grande surprise pour la foule, c'est que ce sera un match False Count Anywhere, où les tombées peuvent avoir lieu partout dans la salle. Moi personnellement, j'aime pas trop ce type de match parce que au niveau de l'action, c'est voilà, faire des tombées dans la foule par terre là, sur du béton, forcément, il y a moins d'investissement physique. Voilà, j'aime pas, je trouve que ça a toujours un peu... Bon, après, je comprends que pour la ECW, ça puisse ravir les fans qui n'attendaient qu'une chose, c'est que les catcheurs passent à côté d'eux pour leur taper un petit peu sur l'épaule. Alors, dans ce match, il y a eu des gros bumps assez dingues, notamment un overhead belly-to-belly porté par Taz sur Sabu, depuis l'intérieur du ring par-dessus la troisième corde, et Sabu passe à travers une table. Il y a eu plusieurs bumps comme ça, après lesquels j'ai trouvé que les catcheurs n'ont pas beaucoup vendu, où les gars 30 secondes après ils étaient de nouveau debout l'un face à l'autre, et c'est un élément qui à l'époque de la ECW, ou à l'époque où je regardais ce show, je crois que ce show je l'ai vu en 2000 pour la première fois, c'est pas un élément auquel je faisais attention. Maintenant c'est plus le cas avec l'expérience, et puis après avoir passé quelques années dans le ring aussi, mais voilà, c'est peut-être un des éléments qui a fait que certains mecs de la ECW n'avaient pas réussi à vraiment atteindre le niveau, enfin vraiment le statut de vrai gros main eventer en dehors de la ECW. Et puis par contre, là, ce qu'il faut laisser à César, c'est par exemple le triple jump moonsault de Sabu. Quand on le voit il y a 20 ans, même s'il le rebalançait aujourd'hui, on se dirait mais quel chef-d'œuvre, quel chef-d'œuvre. C'est à la fois, comment dire, fluide, limpide, et pas super propre à la fois, mais enfin c'est peut-être pour ça que ça fait que ce move il est magique. Donc on a vraiment un match finalement qui est un match épique avec des passages assez dingues. C'est pas du catch technique, hein, ça il faut pas se voiler la face. La fin du combat, donc après ces 18 minutes, elle se passe en deux temps. Le premier temps, c'est Taz qui fait une dragon suplex sur Sabu à travers une table qui est posée comme ça dans le coin de ring. Donc ça déjà premier truc de ouf. C'est vraiment ça qui annonce la fin. Et ensuite, Taz, il place Sabu dans le Taz Mission. Et c'est à ce moment-là que Sabu n'abandonne pas. Détail important, il s'endort, enfin il s'évanouit pendant la prise. Et c'est là-dessus que Taz remporte les deux ceintures. Donc comme je le disais, un match épique. 20 ans après, j'ai trouvé que l'action est un peu plus brouillonne que dans mes souvenirs. Alors ça, c'est peut-être parce qu'on est en 2019 et tout est extrêmement clean, synchronisé, organisé au centimètre près. J'ai aussi été un petit peu déçu par la foule. Je pensais que, considérant un show ECW, pour le main event de cette envergure, entre deux stars qui remontent au tout début de la ECW jusqu'en 1994-95, je pensais que la foule aurait eu plus d'anticipation et serait plus excitée. Donc ça a été un petit peu décevant à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que ça a un peu rabaisser la note, ou en tout cas limiter la perception du combat que j'en ai eu. Mais c'est peut-être justement par rapport à cette action qui est un peu brouillonne des fois, ou le manque de drame par rapport au fait que les catcheurs ne vendent pas assez de temps en temps. C'est peut-être ça aussi qui a empêché la foule de vraiment s'investir et d'attendre le prochain move, parce qu'il y avait peut-être un tout petit peu trop. Donc c'est pour ça que pour ce main event, je vais lui mettre une note de 3 points de suture pour la victoire de Taz, qui conserve à la fois son titre CW et qui devient champion FTW, même si le championnat FTW n'avait pas de vraie signification à l'époque. Donc c'est là-dessus qu'on conclut ce pay-per-view, ce premier pay-per-view dans la nuit des temps ECW aujourd'hui, Living Dangerously 99. J'ai passé plutôt un bon moment. Alors il y a eu Antifaz del Norte, Little Guido, il y a eu le passage avec le match avec New Jack, le tag team avant le main event où
Voilà, je me suis un petit peu ennuyeux, mais c'était pas horrible du tout, parce qu'à l'époque, en 99, à la même époque, il y avait par exemple Uncensored 99 qui était une purge, quoi. C'est des shows où il y a 3, 4, 5 matchs de suite. Là, j'ai plus la carte en tête, mais c'est des shows sur lesquels il y a beaucoup de matchs où vraiment c'est pas possible, quoi. Là, c'est pas du tout le cas. En plus, on a le premier Rob Van Dam contre Jerry Lynn, on a un main event historique, on a Super Crazy Tajiri, on a un putain de coup de chaise, on a un putain de saut depuis le balcon, on a une intervention de Sid. Bref, j'ai passé un bon moment. C'était un bon pay-per-view ECW. Je dirais que dans mes souvenirs, il est un petit peu en deçà des souvenirs que j'en avais, parce que pour moi Living Dangerously 99 c'était un des pay-per-view que j'avais préféré. J'ai vraiment hâte qu'on soit au mois de mai, parce qu'au mois de mai il y aura Hardcore Heaven 99, autre pay-per-view ECW. Je vous dis déjà qu'il y aura la revanche Jerry Lynn, Rob Van Dam. Donc voilà, 3, allez, je vais mettre 3 ou 3,5. Allez, non, je vais mettre 3 points de suture pour ce pay-per-view qui était un bon pay-per-view. J'ai pas pété les plombs. Ça aussi, ça me... Bon, à part le match Rob Van Dam, Jerry Lynn, ouais, c'est quand même... Il y a des moments où je me suis dit, oh, putain, les gars, quoi. Mais pour que la note puisse quand même monter un petit peu plus, j'aurais aimé être plus souvent surpris, de m'éclater devant la télé un peu plus, d'être un peu plus acteur de ce show, même si, bien sûr, c'était il y a 20 ans, donc, et puis je l'ai vu des tonnes de fois, donc peut-être qu'il y avait moins le sentiment... Il y avait moins d'ouverture pour la surprise, vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, les 3 points de suture pour la note globale de ce pay-per-view. J'espère que la review vous a plu, que ça vous a plu soit de redécouvrir la ECW, soit d'en voir pour la première fois des images, pour voir des têtes qui sont peut-être connues, hein, comme Taz, Rob Van Dam, Jerry Lynn, bon, bien sûr Sid, les Dudley Boys, Tajiri, qu'on a aussi vu à la WWE quelques années plus tard. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc pour la ECW, je vous donne rendez-vous dans 2 mois, au mois de mai, il y aura Hardcore Heaven 99. Et pour ce qui est de la grande série, cette anthologie, encyclopédie géante YouTube de review de Shotcatch, je vous donne rendez-vous dans une semaine pile, le 28 mars, pour le premier épisode de la WWE dans la nuit des temps. Comme toujours, n'oubliez pas de regarder du catch 24h sur 24, de garder votre passion, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.